J'ai surpris ma femme en train de préparer une escapade sauvage. La vengeance que j'ai orchestrée vous laissera sans voix. Un congrès médical? C'est comme ça que tu appelles coucher avec un inconnu? Laisse-moi deviner. Vous avez joué au docteur? Je m'appelle Henry Pitch, et je pensais être marié à une infirmière dévouée qui faisait occasionnellement du bénévolat à la paroisse locale. Il s'est avéré que j'avais à moitié raison pour la partie infirmière, mais complètement tort pour le dévouement. Tout a commencé avec la valise. Vivien faisait ses bagages pour ce qu'elle appelait un congrès médical à Chicago. 3 jours de crédit de formation continue et de réseautage avec d'autres professionnels de la santé. Une noble cause. Le genre de choses qu'un mari compréhensif encourage parce que cela témoigne d'une croissance professionnelle et d'un dévouement aux soins des patients. Je lui apportai une tasse de café quand je l'ai vu. Un habit de nonne plié soigneusement à côté de son uniforme d'infirmière. Et à côté de ça, une boîte de 12 préservatifs encore dans leur sac de pharmacie. Pendant 30 secondes, mon cerveau a tenté de traiter cette information comme un ordinateur essayant d'exécuter un logiciel pour lequel il n'était pas conçu. Costume de nonne, uniforme d'infirmière, stock industriel de prophylactique, congrès médical. Soit Vivien avait développé des intérêts de formation continue très spécifiques, soit il ne s'agissait pas vraiment de congrès médical. Chérie, ai-je appelé, ma voix atteignant cette neutralité prudente que j'avais perfectionnée en 17 ans de mariage. C'est quoi ce costume d'Halloween? Elle est sortie de la salle de bain, brosse à dents à la main, l'air d'avoir été prise en train de voler dans la quête de l'église. Oh, ça. Le congrès a un dîner à thème, une soirée saints et pêcheurs. Tu sais comment sont ces trucs médicaux. Ils essaient de rendre tout amusant. Elle a livré cette explication avec la même confiance professionnelle qu'elle utilisait pour expliquer aux patients pourquoi ils avaient besoin de leurs médicaments. Saints et pêcheurs, ai-je répété lentement, à un congrès médical. Ça parle de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de l'importance des limites morales dans le domaine de la santé. Elle se brossait les dents maintenant, ce qui faisait sortir ses mots légèrement mousseux. Une pensée très progressiste. Et les préservatifs? Elle a fait une pause au milieu du brossage. À travers le miroir, j'ai vu ses yeux faire ce calcul qu'il faisait quand elle décidait de la quantité de vérité à mélanger à ses mensonges. Des échantillons gratuits. Le représentant pharmaceutique voulait que je les distribue au congrès. L'éducation à la sexualité sans risque fait partie des soins de santé complets. J'ai hoché la tête d'un air pensif. 12, ça me semble beaucoup pour 3 jours de formation. C'est un grand congrès. Ça doit être ça. Cette nuit-là, pendant que Vivien dormait du sommeil paisible de quelqu'un dont l'histoire avait un sens parfait pour elle, je suis resté éveillé à faire le calcul. 12 préservatifs, 3 jours. Même s'il s'agissait d'un programme d'éducation médicale d'avant-garde, les chiffres ne collaient pas. À moins que Vivien ne prévoie de faire une démonstration très pratique. Le lendemain matin, elle est partie pour l'aéroport avec un baiser sur ma joue et la promesse d'appeler tous les soirs. Le protocole standard d'un voyage d'affaires, sauf que je l'ai suivie jusqu'au parking et que je l'ai vue sortir une petite aiguille de son sac à main. Elle a passé 5 minutes à percer soigneusement de minuscules trous dans l'emballage des préservatifs. Maintenant, je ne suis pas un professionnel de la santé, mais je suis à peu près certain que percer des prophylactiques va à l'encontre de leur objectif principal. À moins que le but ne soit pas réellement prophylactique. À moins que le but ne soit reproductif. À moins que ma femme depuis 17 ans n'essaie de tomber enceinte de quelqu'un qui n'est pas moi. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes après son départ, regardant les autres voyageurs charger leurs bagages et me demandant quand mon mariage était devenu un feuilleton de l'après-midi. Puis je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire ce que tout mari raisonnable ferait face à la preuve d'une tromperie élaborée. J'ai commencé à enquêter. Les relevés téléphoniques de Vivien étaient étonnamment faciles d'accès. Nous partagions un forfait familial et je m'occupais de toutes les factures. C'est incroyable à quel point votre vie devient transparente quand vous n'essayez pas réellement de cacher quoi que ce soit. Dommage que Vivien n'ait pas compris ça. Le numéro le plus fréquemment appelé au cours des 3 derniers mois n'était ni son hôpital, ni sa mère, ni aucune de ses amies infirmières. C'était un numéro local que je ne reconnaissais pas. Un homme a répondu à la 2e sonnerie. Ouais. C'est Gareth? Ça dépend qui demande. J'entendais le bruit d'outils électriques en arrière-plan, le grattement du métal sur le béton. Un chantier de construction peut-être, ou un atelier de fabrication. C'est Henry Pitch. J'appelle au sujet de ma femme, Vivien. Longue pause.
Puis, oh, merde. Oh, merde, c'est bien ça, Gareth. Félicitations, au fait. Quoi? Tu vas être papa. Dis à ma femme qu'elle est maintenant sans abri. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai immédiatement commencé la phase 2 de ce que j'ai décidé d'appeler l'opération « divulgation complète ». Vivien avait judicieusement laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine, avec les mots de passe enregistrés sur tous ses comptes, email, réseaux sociaux, stockage de photos, tout était accessible d'un simple clic. C'était comme si elle voulait se faire prendre. Ou peut-être qu'elle était juste devenue négligente après des mois de planification secrète. La piste des emails racontait toute l'histoire. Gareth Blackwood, entrepreneur en soudure, père divorcé de 3 enfants, louant un duplex dans l'ouest de la ville. Ils se voyaient depuis 5 mois. Il pensait qu'elle était séparée. Elle pensait qu'il allait quitter son ex-femme et recommencer à zéro. Ils se trompaient tous les deux sur beaucoup de choses. Mais les emails les plus intéressants dataient des 2 dernières semaines. Vivien expliquant son plan pour tomber enceinte, pour forcer les choses, pour faire comprendre à Gareth qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Les réponses de Gareth étaient moins enthousiastes, mais pas totalement résistantes. Apparemment, il avait toujours voulu plus d'enfants. Eh bien, félicitations à eux deux. Ils étaient sur le point d'obtenir tout ce qu'ils avaient demandé. J'ai passé la matinée à emballer les affaires de Vivien. Tout. Vêtements, articles de toilette, livres, la collection de chats en porcelaine qu'elle avait commencé à l'université, les manuels d'infirmière qu'elle avait gardés de l'école, sa moitié de notre service de mariage en porcelaine. Tout ce qui marquait Vivian Pitch comme résidente de cette maison est allé dans des boîtes et des sacs poubelles avec l'efficacité systématique de quelqu'un qui avait passé 17 ans à apprendre ses préférences organisationnelles. À midi, notre maison avait l'air comme si Vivien n'avait jamais existé. Charger mon pick-up a pris 3 voyages. L'adresse de Gareth était dans un quartier que j'avais traversé mais que je n'avais jamais vraiment remarqué. Des duplex modestes, des allées en gravier, des bateaux et des camping-cars garés dans les cours. Le rêve américain réduit pour s'adapter au budget des cols bleus. La maison de Gareth avait une pelouse décente et un camion de soudure dans l'allée qui semblait pouvoir survivre à une apocalypse. Je superposais des boîtes près de sa porte d'entrée quand elle s'est ouverte. « Je peux vous aider ?» La femme avait peut-être 35 ans, brune, portant une blouse avec des personnages de dessins animés dessus. Elle avait l'air efficace de quelqu'un qui jonglait avec plusieurs emplois et trouvait encore le temps pour les matchs de foot de ses enfants. « Êtes-vous Madame Blackwood » ? Ex-Madame Blackwood, Stéphanie. « Êtes-vous Henry Pitch » ? Je crois que vous connaissez ma femme, Vivien. Son visage a traversé plusieurs expressions avant de se fixer sur une compréhension sombre. « Oh. Vous êtes le mari. » Était, au passé, depuis environ 4 heures. Elle a regardé les boîtes, puis moi, puis de nouveau les boîtes. C'est toutes ces affaires ? Tout ce qui compte. Gareth est à la maison. Il est à l'atelier, mais il a appelé il y a environ 1 heure. Il a dit quelque chose à propos de devoir me parler de Vivien. Peut-être qu'elle resterait ici un moment. Elle a fait une pause. Il a mentionné quelque chose à propos d'un bébé. J'ai hoché la tête. Vivien a préparé une surprise. Je pensais que vous devriez probablement le savoir avant qu'elle ne se pointe avec ses bagages et son programme de procréation. Stéphanie a ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Programme de procréation ? Mon Dieu. Elle a percé les préservatifs, ai-je dit. Ce matin, avant de partir pour son faux voyage d'affaires. Je pensais que vous voudriez peut-être avertir Gareth que sa petite amie essaie de prendre des décisions unilatérales sur leur avenir. Fils de... Stéphanie s'est assise sur les marches de son Porsche comme si ses jambes l'avaient lâchée. Il m'a dit qu'elle était séparée. Il a dit que vous étiez déjà en train de divorcer. Première nouvelle. Hier matin, j'étais un homme heureux en mariage qui apportait du café à sa femme pendant qu'elle faisait ses valises pour un congrès médical. C'est incroyable comme les choses changent vite. Nous sommes restés assis là un moment. 2 personnes dont les vies avaient été réorganisées par les mensonges d'autres personnes. Et maintenant ? A demandé Stéphanie. Maintenant, Vivien va devoir expliquer à Gareth pourquoi elle est sans abri, enceinte et à la recherche d'un endroit où rester. Et Gareth va devoir vous expliquer pourquoi sa petite amie séparée vient de devenir son ex-petite amie très disponible et très fertile. Et vous ? Je vais recommencer à zéro. 17 ans de plus,
considérablement plus sage, et beaucoup plus cynique sur la nature humaine. Stéphanie a pris l'une des boîtes et a examiné l'étiquette d'adresse. Vivien Pitch. Ça sonne si normal quand on l'écrit comme ça. Elle peut garder le nom si elle veut. J'en ai fini avec ça. Et si elle revient? Et si elle se rend compte qu'elle a fait une erreur? Je me suis levé et j'ai épousseté mon jean. Stéphanie, votre ex-mari est sur le point de découvrir que sa petite amie lui a menti sur son statut matrimonial, sa contraception et sa situation de logement. Ma femme est sur le point de découvrir que l'ex-femme de son petit ami sait tout de leur liaison, de leur projet de grossesse et de son nouveau statut de sans-abri. Et dans environ 6 heures, quand Vivien appellera de Chicago pour prendre des nouvelles de son mari dévoué, elle va découvrir que les maris dévoués ne restent pas avec les femmes qui essaient de tomber enceintes d'autres hommes. Ce n'est pas vraiment une réponse. Si, ça l'est. Ce n'est juste pas la réponse qu'elle voudra entendre. Je lui ai donné mon numéro de téléphone et lui ai dit d'appeler si Vivien se présentait à ma recherche. Puis je suis rentré chez moi, dans ma maison qui n'avait plus aucune preuve de l'existence de Vivien, j'ai ouvert une bière et j'ai attendu que le téléphone sonne. Il a sonné à 19h23. Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée? La voix de Vivien était vive et joyeuse. La voix de quelqu'un qui pensait encore gérer avec succès une double vie. La voix de quelqu'un qui n'avait aucune idée que son mari avait passé la journée à déménager toute son existence. Éducative, ai-je dit. Très enrichissante. Comment se passe le congrès? Oh, tu sais comment sont ces choses. Beaucoup de conférences, beaucoup de réseautage. L'hôtel est magnifique, cependant. Une vue incroyable sur le lac. Tu restes occupé. Extrêmement occupé. Séminaire à la suite. J'apprends tellement de choses sur les méthodologies avancées de soins aux patients. Méthodologies avancées. Ça a l'air intensif. C'est très pratique. Elle a gloussé à sa propre blague. Mais assez parlé de travail. Que as-tu fait aujourd'hui? J'ai fait le ménage, un peu de rangement, passé quelques coups de fil. Une journée très productive dans l'ensemble. C'est merveilleux, chérie. Je dois y aller. Nous avons une présentation au dîner qui commence bientôt. Le thème saint et pécheur, tu te souviens? C'est vrai. Le truc sur les limites morales. Exactement. Je t'aime. Je t'aime aussi, Vivien. Et je le pensais. C'était le pire. Même en sachant ce que je savais, même après avoir passé la journée à mettre sa vie en boîte, j'aimais toujours la femme que j'avais épousée il y a 17 ans. Je ne savais juste plus qui était cette femme. Le deuxième appel est arrivé à 23h47. Henri. La voix de Vivien était différente maintenant. Tendue, effrayée, confuse. Oui. Je viens de raccrocher avec Gareth. Ah oui? Comment va Gareth? Il dit que tu l'as appelé. Il dit que tu lui as parlé du bébé. Eh bien, ça semblait être le genre de nouvelle qu'un futur père devrait entendre directement. Félicitations, au fait. Pour quand est la date d'accouchement? Tu devrais peut-être commencer à calculer à partir de ce week-end, en supposant que ton plan fonctionne. Long silence. Puis, comment savais-tu? À propos des préservatifs percés ou du fait que tu couches avec un entrepreneur en soudure depuis 5 mois en me disant que tu faisais du bénévolat à l'église. Henri, je peux expliquer. J'en suis sûr. Tu es très créative. Congrès médicaux, dîner saint et pécheur, échantillon pharmaceutique. Une narration très imaginative. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Un autre silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que l'ex-femme de Gareth, Stéphanie, est une femme très raisonnable. Nous avons eu une longue conversation aujourd'hui pendant que je livrais tes affaires au duplex de Gareth. Il s'avère qu'elle n'avait aucune idée que Gareth voyait une femme mariée. Il s'avère aussi qu'elle n'est pas aussi compréhensive que tu l'aurais espéré concernant les activités extrascolaires de Gareth. Tu as livré mes. Qu'est-ce que tu veux dire à mes affaires? Tout, Vivien. Vêtements, livres, la collection de chats de ta grand-mère, tes manuels d'infirmière. Tout ce qui appartenait à Vivien Pitch est maintenant sur le porche de Gareth, attendant qu'il décide quoi en faire. Tu ne peux pas faire ça. C'est mes affaires. C'est ma maison.
Été est ta maison, été est tes affaires. Passé composé. Présent, tu es une femme célibataire avec une valise pleine de costumes et de préservatifs percés, appelant ton ex-mari depuis une chambre d'hôtel où tu prétends être à un congrès médical. Ex-mari? Ai-je bégayé? Demain matin, je dépose une demande de divorce. Adultère, abandon, fraude. La sainte trinité de la dissolution conjugale. Mon avocat pense que ce sera d'une simplicité rafraîchissante. Henri, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Laisse-moi rentrer à la maison. On peut arranger ça. La maison, c'est le duplex de Gareth maintenant. Je te suggère de l'appeler et de voir si Stéphanie est d'humeur partageuse. C'est de la folie. Tu es fou. Je suis méticuleux. Il y a une différence. Je pouvais entendre sa respiration. Je pouvais l'imaginer dans n'importe quelle chambre d'hôtel qu'elle avait réellement réservée, essayant de comprendre comment son plan parfait s'était transformé en désastre parfait. Et si je suis enceinte, a-t-elle finalement demandé. Alors Gareth va être papa, tu vas être une mère célibataire et je vais être un homme divorcé qui a échappé de peu à une catastrophe. On dirait que tout le monde obtient ce qu'il voulait. Ce n'est pas ce que je voulais. Si, bien sûr. Tu voulais de l'excitation. Tu voulais de la passion. Tu voulais te sentir désiré par quelqu'un qui ne connaissait pas tous tes défauts, tes bizarreries et tes habitudes ennuyeuses du mardi soir. Tu voulais être quelqu'un de différent, quelqu'un de plus intéressant que la femme de Henry Pitch. Félicitations. Maintenant, tu vas découvrir qui est cette personne. Henri. Vivian, en 17 ans de mariage, tu ne m'as jamais menti. Pas une seule fois. Ni sur l'argent, ni sur ta famille, ni sur tes sentiments, ni sur quoi que ce soit d'important. Et puis, en 5 mois, tu as menti sur tout. Où tu allais, qui tu voyais, ce que tu faisais, ce que tu voulais. Tu as même menti sur la contraception. J'étais confuse. Je ne savais pas ce que je voulais. Tu savais que tu voulais tomber enceinte d'un autre homme. Ça me semble assez spécifique. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer, Vivien? Tu allais rentrer à la maison enceinte et me dire que c'était un miracle? Tu allais quitter Gareth et élever son enfant comme le mien? Tu allais continuer à mentir jusqu'à ce que le bébé ressemble à un soudeur au lieu d'un comptable? Pas de réponse. Ou tu allais juste continuer à vivre 2 vies jusqu'à ce que l'une d'elles explose? Je pensais que je pourrais trouver une solution. Eh bien, félicitations. C'est réglé. Le 3e appel est arrivé à 2h43 du matin. Henri, je suis chez Gareth. Comment ça se passe? Stéphanie ne me laisse pas entrer. Elle dit que Gareth n'est pas là, mais son camion est dans l'allée. Peut-être qu'il n'est pas prêt pour les visites. Toutes mes affaires sont toujours sur le porche. Il commence à pleuvoir. Tu ferais mieux de les mettre à l'abri quelque part. Je n'ai nulle part où les mettre. Je n'ai nulle part où aller. Un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Puis je me suis souvenu de l'aiguille, des préservatifs, des 5 mois de mensonges. Tu pourrais essayer un hôtel. De préférence un où il y a un congrès médical. Ne sois pas un salaud, Henri. Ne sois pas une femme infidèle, Vivien. J'ai fait une erreur. Tu as fait 100 erreurs. La grossesse, ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Un plan terrible, mais définitivement intentionnel. Je voulais juste me sentir désiré à nouveau. Et maintenant tu sais ce que ça fait de ne pas être désiré. Éducatif, n'est-ce pas? Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, pas le genre manipulateur qu'elle utilisait quand elle voulait que je répare quelque chose, que j'achète quelque chose ou que je pardonne quelque chose. C'étaient les larmes de quelqu'un dont la vie venait de s'effondrer de manière imprévue. S'il te plaît, Henri, laisse-moi rentrer à la maison. Laisse-moi tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu voulais une vie différente et maintenant tu en as une. Félicitations. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors tu aurais dû y penser avant de commencer à percer des trous dans des préservatifs. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je suis passé devant le duplex de Gareth en allant au travail. La Prius de Vivien était garée dans la rue et elle était assise sur le perron, entourée de boîtes et de sacs poubelles. Elle ressemblait à une réfugiée de sa propre vie. Je ne me suis pas arrêté. À midi,
j'ai appelé Stéphanie. Comment est la situation là-bas? Compliquée, a-t-elle dit. Gareth est rentré vers 1h du matin, complètement ivre. Lui et Vivien se sont disputés sur la pelouse. La moitié du quartier les a entendus. Le verdict? Il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Il dit qu'elle a menti sur le fait d'être séparée, menti sur la contraception, menti sur tout. Il lui a dit de trouver un autre endroit où aller. Et Vivien? Toujours assise sur mon porche comme un chat errant. J'ai presque pitié d'elle. Ne le sois pas. Elle a fait ses choix. Et si elle est vraiment enceinte? Alors elle trouvera une solution. Les gens le font. Tu en as vraiment fini avec elle, n'est-ce pas, Stéphanie? Si ton ex-mari avait passé 5 mois à te mentir en disant qu'il était célibataire, puis avait essayé de tomber enceinte d'une autre femme pour forcer une sorte de décision, le reprendrais-tu? Bien vu. Vivien voulait être quelqu'un d'autre. Maintenant, elle va découvrir qui est cette autre personne. Ce soir-là, Vivien s'est présenté à mon bureau. Je finissais des papiers quand elle a frappé à la porte. Elle avait l'air terrible. Les cheveux sales, les vêtements froissés, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle ressemblait à quelqu'un dont la vie avait implosé de manière inattendue. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. « On parle. Je peux m'asseoir ?» J'ai indiqué la chaise en face de mon bureau. Elle s'est assise avec précaution, comme quelqu'un qui n'était pas sûr que les meubles la supporteraient. « J'ai fait une erreur », a-t-elle dit. « Laquelle ? La liaison, les mensonges ou le plan de grossesse ? Tout. Tout. J'ai été stupide et égoïste et j'ai ruiné tout ce qui était bien dans ma vie. Oui, tu l'as fait. Peux-tu me pardonner ? Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai étudié la femme avec qui j'avais été marié pendant 17 ans. Elle ressemblait à Vivien, avait la voix de Vivien, mais c'était une étrangère. La Vivien que j'avais épousée n'aurait pas trompé. La Vivien que j'avais épousée n'aurait pas menti. La Vivien que j'avais épousée n'aurait pas essayé de tomber enceinte d'un autre homme. Vivien, sais-tu ce que je fais dans la vie? Tu es expert comptable judiciaire. J'enquête sur la fraude financière. Les gens me mentent tous les jours sur des transactions, sur des actifs, sur leur situation. Et chaque jour, je découvre ce qui s'est réellement passé par rapport à ce que les gens veulent que je croie. Je sais. Alors, quand tu me dis que tu as fait une erreur, je sais que tu mens. Quand tu me dis que tu étais confuse, je sais que tu mens. Quand tu me dis que tu veux rentrer à la maison, je sais que tu mens. Je ne mens pas. Tu as passé 5 mois à planifier de tomber enceinte d'un autre homme. Ce n'est pas de la confusion, Vivien. C'est de la stratégie. Une stratégie terrible, mais définitivement intentionnelle. Elle s'est remise à pleurer. Je ne sais pas à quoi je pensais. Tu pensais que tu pouvais avoir les deux vies. La sécurité d'être marié avec moi et l'excitation d'être avec Gareth. Tu pensais que tu pouvais tomber enceinte et que, d'une manière ou d'une autre, ça marcherait. Tu pensais que tu étais plus intelligente que tout le monde. J'avais tort. Oui, tu avais tort. Surtout. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti une enveloppe Kraft. Les papiers du divorce. Signés et déposés ce matin. Tu peux les contester si tu veux, mais vu les circonstances, je ne pense pas que ça tournera en ta faveur. Elle a pris l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Henri, s'il te plaît. On peut suivre une thérapie. On peut surmonter ça. Non, on ne peut pas. Parce que je ne te fais plus confiance. Parce que chaque fois que tu seras en retard de 5 minutes, que tu passeras un appel que je ne reconnais pas ou que tu iras au magasin chercher du lait, je me demanderai ce que tu fais vraiment. Parce que tu as détruit 17 ans de mariage pour 5 mois d'excitation. Il ne s'agissait pas d'excitation. De quoi s'agissait-il alors? Je me sentais invisible. Comme si j'étais juste la femme de Henri, pas Vivien. Comme si je disparaissais dans notre routine, notre mariage, notre vie. Gareth m'a fait me sentir importante. Et maintenant? Maintenant, j'ai l'impression de n'être rien. J'ai presque eu pitié d'elle à ce moment-là. Presque. Mais la sympathie n'annule pas la trahison. Et la compréhension n'excuse pas les mensonges. Vivien, tu n'as jamais été invisible pour moi. Tu étais ma partenaire, ma meilleure amie, la personne que j'ai choisie pour construire une vie.
Si tu avais l'impression de disparaître, tu aurais dû m'en parler. Si tu avais besoin d'excitation, nous aurions pu la trouver ensemble. Si tu voulais te sentir importante, nous aurions pu y travailler. J'ai essayé de te parler. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as décidé que j'étais le problème et que Gareth était la solution, et tu ne m'as jamais donné la chance de faire partie de la conversation. Je suis désolé. Je sais que tu le es. Mais désolé, il ne répare pas ça. Désolé, il ne me rend pas 17 ans de confiance. Désolé, il ne me fait pas oublier que tu étais prête à me laisser élever l'enfant d'un autre homme comme le mien. Elle est restée assise là, tenant les papiers du divorce, l'air de quelqu'un qui réalisait enfin toute l'étendue de ce qu'elle avait perdu. Où suis-je censé aller? A-t-elle finalement demandé. Je ne sais pas, Vivien. C'est ton problème maintenant. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai nulle part où rester. Tu as un travail. Tu as des amis. Tu as de la famille. Tu as une voiture, une valise et toute la liberté que tu voulais. Je ne veux pas de liberté. Je veux rentrer à la maison. La maison ne veut plus de toi. Elle a laissé les papiers du divorce sur mon bureau et est sortie sans un mot de plus. Je l'ai regardée par la fenêtre monter dans sa Prius et s'éloigner. Et pour la première fois en 3 jours, j'ai ressenti autre chose que de la colère. J'ai ressenti du soulagement. 6 mois plus tard, je prenais un café avec Stéphanie Blackwood au restaurant du centre-ville. Comment t'adaptes-tu à la vie de célibataire? A-t-elle demandé. Mieux que prévu. Plus calme, mais mieux. Des regrets à propos du divorce? Non. Sur la façon dont je l'ai géré? Parfois. Que aurais-tu fait différemment? J'ai remué mon café et j'y ai réfléchi. Peut-être que j'aurais été moins dramatique. Peut-être que j'aurais essayé plus fort de comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait avant de décider de la punir pour ça. Mais tu aurais quand même divorcé. Absolument. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut réparer comme un appareil cassé. Une fois qu'elle est partie, elle est partie. Et Vivien? Une idée de comment elle va? Elle a déménagé à Seattle, a trouvé un travail dans un hôpital là-bas. Selon des amis communs, elle n'est pas enceinte, donc soit les préservatifs percés n'ont pas fonctionné, soit Gareth a été plus prudent qu'elle ne l'avait prévu. Et Gareth? Toujours à souder, toujours à louer ce duplex. Toujours pas intéressé par les femmes compliquées avec des agendas compliqués. Stéphanie a ri. Homme intelligent. Assez intelligent. Et toi? Des perspectives? Je prends un congé sabbatique des hommes pour un moment. Il s'avère qu'ils sont plus compliqués que je ne le pensais. C'est juste. Nous sommes restés assis dans un silence confortable. 2 personnes qui avaient été des dommages collatéraux des mauvaises décisions d'autres personnes, essayant de comprendre ce qui allait suivre. Henri, a finalement dit Stéphanie. Oui. Pour ce que ça vaut, je pense que Vivien était une idiote. Oui, ai-je dit, elle l'était. Mais elle a été mon idiote pendant 17 ans, et ça me manque parfois. L'idiote ou les 17 ans? Les deux, je suppose. La femme que j'ai épousée n'était pas une idiote. Elle était intelligente, drôle, gentille et honnête. Je ne sais pas quand elle s'est transformée en quelqu'un qui percerait des préservatifs et mentirait sur des congrès médicaux. Les gens changent. Oui, ils le font. Le truc, c'est de savoir s'ils ont changé en quelqu'un de meilleur ou de pire. Et Vivien? J'ai fini mon café et j'ai laissé de l'argent sur la table. Vivien s'est transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Peut-être que cette personne est meilleure pour quelqu'un d'autre, mais elle n'était pas meilleure pour moi. J'ai raccompagné Stéphanie à sa voiture et je suis rentré chez moi, dans ma maison qui commençait enfin à ressembler de nouveau à un foyer au lieu d'une scène de crime. J'avais réarrangé les meubles, repeint la chambre, remplacé les photos de mariage par des photos d'endroits où je voulais voyager. La maison était calme, mais elle n'était pas vide. Elle était pleine de possibilités au lieu de mensonges. Et ça ressemblait à un progrès. Parfois, tard dans la nuit, je me demandais si j'avais été trop dur. Si j'aurais pu gérer la trahison de Vivien avec plus de grâce, plus de pardon, plus de compréhension de la crise de la quarantaine qui avait transformé ma femme honnête en une étrangère infidèle. Mais ensuite, je me souvenais de l'aiguille, des préservatifs, des 5 mois de mensonges élaborés, et je réalisais que la grâce a ses limites. Le pardon a ses frontières. La compréhension ne mène pas toujours à la réconciliation. Parfois,
La chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un qui essaie de détruire votre vie est de le laisser trouver la sienne. Vivien avait voulu être quelqu'un de différent, de plus excitant, quelqu'un pour qui il valait la peine de mentir. Maintenant, elle allait passer le reste de sa vie à découvrir qui était cette personne. Et moi, j'allais passer le reste de la mienne à être reconnaissant de ne pas avoir à regarder. Le rebondissement final est survenu 8 mois plus tard, un mardi matin, lorsque Stéphanie m'a appelé au travail. « Henri, tu dois savoir quelque chose à propos de Vivien. »« Quoi encore ?»« Elle est de retour en ville. Et elle est définitivement enceinte. » Je me suis assis lourdement dans mon fauteuil de bureau. « Enceinte de combien ?»« Très. Genre, sur le point d'accoucher d'un jour à l'autre. Et Gareth dit que ce n'est pas le sien, que le timing ne correspond pas, qu'elle devait voir quelqu'un d'autre aussi. » J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Bien sûr qu'elle en voyait un autre. Vivien a toujours été une surdouée. Il y a plus, a dit Stéphanie. Elle a appelé un peu partout en ville pour essayer de trouver quelqu'un qui l'hébergerait. Apparemment, ça n'a pas marché à Seattle non plus. Laisse-moi deviner. Elle a dit à son nouveau petit ami qu'elle était divorcée, est tombée enceinte, et il a découvert qu'elle mentait sur quelque chose d'important. Comment savais-tu ? Parce que les gens ne changent pas, Stéphanie. Ils deviennent juste meilleurs pour se mentir à eux-mêmes sur qui ils sont vraiment. Elle m'a appelé hier. Elle m'a demandé si je pensais que tu la reprendrais maintenant qu'elle a appris sa leçon. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que certaines leçons arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Bon conseil. Elle loge au motel sur l'autoroute 9, chambre 247, si ça t'intéresse. Ça ne m'intéresse pas, je ne pensais pas, mais je voulais que tu le saches. Ce soir-là, en rentrant du travail, je me suis retrouvé à prendre le long chemin, passant devant le motel de l'autoroute 9. Je me suis dit que c'était juste de la curiosité, juste pour voir comment l'histoire se terminait. Mais en réalité, je pense que j'avais besoin de savoir que ma décision de partir avait été la bonne. La Prius de Vivien était garée devant la chambre 247, l'air aussi fatigué et usé que sa propriétaire devait l'être. Les rideaux étaient tirés, mais je pouvais voir la lueur bleue d'une télévision à travers le tissu fin. Je suis resté assis dans mon camion pendant 10 minutes, le moteur en marche, pensant à la femme à l'intérieur de cette chambre de motel. 17 ans de mariage, 5 mois de mensonges, et maintenant elle était seule et enceinte d'un enfant qui pourrait appartenir à n'importe lequel des hommes qu'elle avait trompés en cours de route. J'aurais pu frapper à cette porte. J'aurais pu lui offrir un endroit où rester jusqu'à l'arrivée du bébé. J'aurais pu essayer de reconstruire quelque chose à partir des décombres de notre mariage. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Parce que certaines confiances, une fois brisées, ne peuvent être réparées. Parce que certaines personnes, une fois qu'elles vous ont montré qui elles sont vraiment, méritent d'être crues. Je suis rentré chez moi, dans ma maison tranquille. Ma vie ordonnée, mon existence paisible. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue quand j'ai épousé Vivien il y a 17 ans. Mais c'était honnête. C'était réel. C'était la mienne. Et pour la première fois depuis que j'avais trouvé cette aiguille et ces préservatifs percés, cela semblait suffisant. 3 jours plus tard, Stéphanie a appelé pour me dire que Vivien avait donné naissance à une petite fille en bonne santé. Le père était encore inconnu, test de paternité en attente. Vivien l'avait inscrit comme Henri Pitch sur l'acte de naissance, mais mon avocat déposait déjà des papiers pour contester cette affirmation. Tu pourrais demander un test de paternité, a dit Stéphanie, juste pour être sûr. Je n'ai pas besoin d'un test, ai-je dit. Je sais exactement quand Vivien et moi avons couché ensemble pour la dernière fois, et ce n'était pas il y a 9 mois. Alors, qu'arrive-t-il au bébé? Ce n'est plus mon problème. Et Vivien? Pas mon problème non plus. Tu en as vraiment fini avec elle, n'est-ce pas, Stéphanie? Certaines personnes passent leur vie entière à essayer de découvrir qui elles sont. Vivien a passé 5 mois à me montrer exactement qui elle était. Je suis juste assez intelligent pour y prêter attention. Et qui était-elle? Quelqu'un qui pensait que mentir était plus facile que de dire la vérité. Quelqu'un qui pensait que la tromperie était plus simple que l'honnêteté. Quelqu'un qui pensait qu'elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait sans en payer le prix. Et maintenant? Maintenant, elle va découvrir quel était réellement ce prix. J'ai raccroché le téléphone et je suis retourné à mon mardi soir tranquille, ma vie honnête, mon existence paisible.
Quelque part en ville, Vivien apprenait à être une mère célibataire avec un passé douteux et un avenir incertain. Je n'avais pas pitié d'elle. Je n'étais pas en colère contre elle. Je ne ressentais rien du tout. Et ça, réalisais-je, c'était exactement comme ça que ça devait être. La femme que j'avais aimée pendant 17 ans était morte au moment où elle avait pris cette aiguille et commençait à percer des trous dans ses préservatifs. Ce qui restait était une étrangère qui partageait son nom et son visage. Mais pas son cœur, pas son âme, pas son intégrité. J'avais déjà pleuré cette mort. J'avais fait le deuil de cette perte. J'avais enterré ce mariage. Ce qui arrivait à l'étrangère ne me regardait pas.